Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les bières de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, dis non ». Bonjour, aujourd'hui je suis en présence de Jean et Nicolas pour parler du festival La Fête des Remparts qui se déroulera à Dinan du 22 au 23 juillet. Cette édition n'est pas n'importe laquelle vu que le festival souffle cette année ses 40 bougies. Donc je m'adresse à Nicolas. Bonjour. Bonjour. Vous mettez en avant que la Fête des Remparts est un festival médiévaliste. Que pouvez-vous dire sur ce terme festival médiévaliste ? Alors c'est un terme qui existe depuis bien longtemps, mais effectivement qui est très peu utilisé sur les fêtes médiévales. On parle toujours de fêtes médiévales au sens large du terme en France et ailleurs. Or on ne fait pas une fête médiévale telle qu'elle se déroulait au Moyen-Âge. Une fête au Moyen-Âge, c'est une fête princière, c'est une fête agraire pour fêter par exemple les moussons ou autres, ou les vendanges. C'est une fête religieuse. Or nous aujourd'hui on ne fait pas ça, on fait vraiment un festival contemporain qui traite d'une période passée, qui est le Moyen-Âge. Dans le festival La Fête des Remparts, comment on le voit en œuvre justement Alors en fait, on a plusieurs procédés contemporains pour présenter le Moyen-Âge, ce qu'on va appeler en gros l'histoire vivante. Donc comment rendre vivant l'histoire à travers différents procédés. La genèse de l'histoire vivante, c'est la reconstitution historique, donc la reconstitution matérielle d'objets, d'accessoires, de costumes, etc. Donc ça, la reconstitution historique, c'est quelque chose d'assez important sur nos festivals médiévalistes et qui est bien mis en avant sur la Fête des Remparts à travers différents campements. Mais ce n'est pas la seule façon de promouvoir l'histoire. On fait appel aussi à beaucoup d'art de rue et de spectacles vivants, donc des artistes bien contemporains qui traitent de la période médiévale, qu'avec des petits clins d'œil sur des situations contemporaines et des passerelles qui peuvent facilement se faire entre la situation médiévale et la situation contemporaine. Donc en fait, voilà, l'histoire vivante, c'est un mélange de reconstitution historique, c'est également l'art de rue, le spectacle vivant, mais c'est aussi l'archéologie expérimentale, donc le travail du geste, essayer de retrouver le geste perdu, qu'il soit artisanal, par exemple la forge, la calligraphie ou autre. Ça peut être du geste martial aussi, comment retrouver les techniques de combat perdues. Ça peut être musical, enfin voilà, c'est très très large. Et donc c'est pour ça qu'on parle de médiévalisme, c'est pour montrer l'état actuel des connaissances sur le Moyen-Âge à travers des procédés contemporains. Et pourquoi avoir fait ce choix du coup ? Alors ça a été un long débat depuis la dernière édition. Alors la dernière édition elle remonte à loin puisque c'était en 2018 la dernière Fête des Remparts. Mais on avait déjà anticipé en 2018 à parler de marché médiévaliste. Et là on s'est dit que c'était bien de généraliser ce terme sur toutes nos pratiques parce que effectivement on fait une fête bien contemporaine qui répond à des codes contemporains qui aussi respecte la réglementation contemporaine en termes de sécurité, d'hygiène, etc. Et donc du coup on est vraiment un festival contemporain qui traite du Moyen-Âge, donc c'est pour ça qu'on a préféré le généraliser. À ma connaissance aujourd'hui, il y a peu ou pas de fêtes médiévales en France qui utilisent ce terme, mais bon, il faut bien un premier partout, donc on s'est dit que pourquoi pas Dinan. C'est quoi les origines du médiévalisme ? Alors c'est un néologisme. Le médiévalisme, c'est un nom, un mot qui a été créé à la fin des années 70, début des années 80, notamment par des anglo-saxons qui ont travaillé sur un aspect sociologique. Comment on interprète et comment on se réapproprie le Moyen-Âge aujourd'hui dans notre époque contemporaine. Donc c'est quelque chose qui est né dans le tout début des années 80, en même temps que nos festivals médiévalistes ou même des festivals celtiques qui sont nés tous à peu près à la même époque, en cette fin de 70, début 80. Et donc du coup, on a ce terme qui va toucher vraiment tous les aspects de récupération du Moyen-Âge. C'est-à-dire que on va avoir l'utilisation du Moyen-Âge dans les séries télé, par exemple, dans les jeux vidéo, dans des récupérations bien entendu
vue politique aussi. Le Moyen-Âge est une belle métaphore du héros. Enfin, le héros médiéval fonctionne très bien dans des récupérations politiques qui peuvent parfois être un peu nauséabondes, mais on a toujours cette référence au Moyen-Âge, qu'il soit un peu dénigré. Le Moyen-Âge, c'est la période sombre et obscure, avec des serfs qui triment sous la féodalité, etc. Mais ça peut être aussi un Moyen-Âge complètement idéalisé ou fantasmé, avec toute l'imagerie qui a été créée au 19e siècle avec l'époque romantique sur les princesses, les chevaliers, le chevalier courtois, les dragons, etc. Par rapport à un festival qui pourrait se dire médiéval, il y a des différences ? En fait, c'est juste pour ne pas tromper notre public, être cohérent avec nos propos, avec notre programmation, et de dire à notre public, mais on n'est pas là pour recréer exactement telle qu'une rue de Dinan, telle qu'elle aurait pu être au Moyen-Âge. C'est très compliqué, même pas possible, parce qu'on est obligé d'avoir des anachronismes ou autres. Mais donc du coup, c'est juste pour être cohérent avec notre public, et en soi, toutes les fêtes médiévales pourraient être des fêtes médiévalistes. Il suffit juste d'être précis sur les termes, mais ça, en fait, c'est commun à beaucoup de choses. On voit souvent sur des fêtes médiévales des spectacles de fauconnerie, par exemple, alors qu'il n'y a pas que des faucons. On y voit beaucoup d'oiseaux qui étaient considérés comme ignobles à la chasse au Moyen-Âge, mais on appelle ça quand même un spectacle de fauconnerie. Pareil pour les tournois de chevalerie. On crée souvent des raccourcis, et nous, c'est ce qu'on souhaitait ne pas faire, justement, en essayant d'être honnête avec notre public. Donc revenons à Dinan plus précisément. Donc c'est une ville connue pour ses remparts. Donc on va faire un petit bond en arrière, je vais m'adresser à Jean maintenant. Donc Jean, vous êtes membre bénévole de l'association. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces remparts ? Oui, bonjour. On parle ici d'une enceinte d'un périmètre de 2650 mètres pour la couverture d'une surface d'environ 30 hectares. À l'origine de ces fortifications dinanaises, on a une motte castrale, appelée Castelgan ou Châteaugan, qui a été construite à la mi-11e siècle. Elle était située à l'emplacement actuel de la sous-préfecture et occupait un emplacement stratégique dans la protection du port et la surveillance de ce bout de Rance. Les origines des remparts des fortifications dinanaises, c'est un simple tertre entouré de fossés au sommet duquel était érigé un fortin de bois entouré d'une palissade. Concernant la cité de Dinan, les remparts ne sortent de terre à proprement parler qu'au XIIIe siècle. Les travaux ont eu lieu entre 1264 et 1283. Et est-ce que ces fortifications ont permis un jour à Dinan de battre un ennemi ou... Sur un plan strictement militaire, non. Les remparts de Dinan ont toujours couru après la modernité. Ils étaient modernes pour l'époque, mais toujours avec un petit train de retard. La citadelle a su montrer qu'elle avait les capacités de contenir les assauts ennemis, mais on ne peut pas parler de victoire militaire à proprement parler. En 1359, Dinan est sous le siège anglais, et un fameux duel oppose Bertrand du Guesclin à Thomas de Canterbury, et ce duel judiciaire, en quelque sorte, aboutit à une levée du siège par les forces anglaises, mais le mérite est personnel et symbolique pour le chevalier du Guesclin, pas pour les fortifications dinanaises à proprement parler. Les Anglais se retirent sans que le siège ne soit brisé. En revanche, sur un plan stratégique, Dinan est longtemps considérée comme étant l'une des pièces maîtresses pour la défense du duché de Bretagne, et en cela elle est une référence. Il faut surtout souligner la progressivité des infrastructures. Après la guerre de 100 ans, les fortifications vont s'adapter aux moyens d'artillerie, à poudre noire. Puis, au fil du temps, les liens entre le royaume de France et le duché de Bretagne vont se détériorer et on va poursuivre les fortifications. On va élargir entre 1476 et 1488 les fossés au sud, au nord et au nord-ouest pour former une grande douve, doublée d'une contre-escarpe et de 5 tours d'artillerie. On a également des ouvrages tardifs lors des guerres de religion. Dinan va perdre peu à peu sa position stratégique, le danger ne vient plus de l'extérieur, mais va plutôt dans un contexte de guerre civile, probablement venir de l'intérieur. Donc on va modifier les remparts pour diriger les défenses contre une éventuelle révolte de la citadelle, et non pas contre un ennemi extérieur. En fait, les fortifications dinanaises vont vraiment évoluer en fonction du contexte politique de l'époque et s'adapteront vraiment bien. Donc ces remparts, c'est un réel symbole de la ville de Dinan. Est-ce que c'est pour ça que le festival porte le nom de la fête des remparts ?
Alors oui, totalement. En fait, effectivement, le terme fête des remparts est arrivé très vite. Il est arrivé en 85, mais ce n'était pas la première fête en soi, puisque les journées des remparts ont été créées dès 1983, donc il y a 40 ans exactement. Et donc, c'était vraiment pour sensibiliser les publics, et notamment les Dinanais, à la richesse de leur patrimoine défensif, parce que effectivement, à cette époque, toutes les portions de remparts, ou quasiment toutes les portions de remparts, étaient pour partie privées, et donc inaccessibles au grand public. Donc l'idée, à cette époque, c'était de contrer un peu l'image d'un décor un peu vide et un peu nu, pour essayer de le mettre en avant, et puis de sensibiliser les Dinanais à la richesse et à la fragilité de ce patrimoine. Donc en fait, au début des années 80, la municipalité a organisé un grand plan de sauvegarde et de restauration, donc c'est le plan Rempart, ou l'opération Rempart, qui a été signé en 84, et la fête des remparts en elle-même a été ce volet de sensibilisation à ce grand plan de restauration, de rachat, de politique de rachat des remparts par la ville, pour pouvoir réaliser un nouveau chemin de ronde, enfin rétablir le chemin de ronde qui était autrefois existant. Et donc, cette fête des remparts est née suite à l'indifférence générale de l'effondrement de la tour Longue. Donc c'est une tour qui était existante, qui dominait la Rance et qui s'est effondrée en 81 à l'indifférence totale. Et la municipalité et puis les associations à l'époque de la Société des Amis des Musées de la Bibliothèque et puis de l'Office du Tourisme se sont dit mais c'est aberrant, on a la plus grande portion de rempart encore existante de nos jours en Bretagne, c'est aberrant que ça puisse s'écrouler dans l'indifférence générale. Donc c'est pour ça que la fête des remparts a été créer un moment festif qui puisse sensibiliser les publics sur la fragilité de ces remparts. Et selon vous, l'objectif aujourd'hui du festival, c'est toujours pédagogique ou c'est culturel, C'est multiple, effectivement. Alors, il y a effectivement ce devoir de sensibilisation qui nous tient à cœur et qui reste encore très important pour nous à nos yeux. On travaille là encore avec les services compétents de la municipalité, notamment le service patrimoine qui installera une exposition pendant la fête des remparts pour présenter les travaux de restauration du front nord là qui sont actuellement en cours de restauration. Mais ce n'est pas aussi le seul aspect que l'on souhaite développer sur la fête des remparts. Il y a un aspect avant tout pédagogique où on souhaite faire découvrir le Moyen-Âge d'une façon ludique et vivante au public, et notamment au jeune public, leur donner envie, en fait, d'ouvrir un bouquin chez eux, d'étudier un peu le Moyen-Âge chez eux. On n'est pas là du tout pour remplacer un musée ou quelconque centre d'interprétation, on est là pour donner envie aux visiteurs. Et puis, bien entendu, il y a un aspect économique et touristique qui est non négligeable, puisque la Fête des Remparts, c'est aujourd'hui un événement de grande envergure, on accueille plus de 100 000 visiteurs sur le territoire, donc on est le deuxième festival des Côtes d'Armor après les Champs de Marins à Paimpol, et on a un impact bien entendu touristique et économique sur le territoire qui n'est pas négligeable. On avait fait une étude en 2016 avec Côtes d'Armor Destination qui avait estimé un impact économique autour de 4,9 millions de retombées économiques sur le territoire. Donc il y a cet aspect-là qui existe, et il est important aussi de le mettre en avant puisque c'est une association qui organise la Fête des Remparts, composée essentiellement de bénévoles comme Jean, voilà. Et c'est important de voir que les Dinanais s'attachent à cette fête, donnent de leur temps, de leur motivation pour promouvoir Dinan à échelle nationale voire européenne comme effectivement cité des remparts de Bretagne. Et pour finir, Nicolas et Jean, qu'est-ce que vous conseillerez à nos auditeurs de découvrir lors de la prochaine édition? Un spectacle, une conférence, une animation en particulier qui vous touche? Moi, je céderais volontiers au chant des sirènes de mes vieux souvenirs lycéens et étudiants. Nous avons la chance d'avoir des tables de jeux de rôle animées par des universitaires de renom. Et je pense que ces ateliers risquent d'être fort intéressants dans le contexte médiévaliste, puisque c'est vraiment du médiévalisme à l'état pur qui nous est proposé ici, et c'est une première. Voilà, c'est une première. Alors effectivement, les jeux de rôle, la soirée jeux de rôle est organisée le vendredi soir, en fin d'après-midi.
Il y a un concert aussi assez exceptionnel le vendredi soir au Théâtre des Jacobins, entièrement gratuit, qui va montrer la Beluga, qui est un ensemble qui vient du sud de la France et qui a cette notion justement très particulière du médiévalisme, puisqu'il réinterprète des chants de troubadours du XIIe siècle, mais avec des techniques contemporaines de slam, avec de l'électro, avec des instruments contemporains. Donc là, on va avoir une dichotomie assez intéressante à voir ce vendredi soir. Et puis le temps du week-end, voilà, là c'est pléthore d'animations. Il y a 60 compagnies sur les sites d'animation et en ville, des grands défilés, des grandes pavanes en soirée les samedis dimanches. On a un salon du livre avec les historiens dont parlait Jean tout de suite, les universitaires donc qui viennent présenter ce que c'est que le médiévalisme à travers des conférences gratuites, toujours au Théâtre des Jacobins. Et puis le fameux tournoi de chevalerie, donc cette représentation, cette évocation d'un tournoi de chevalerie qui se déroulera, là aussi c'est un retour aux sources, qui se retrouvera dans la place centrale de la ville de Dinan, qui sera la place du Guesclin. Et donc du coup on revient un peu aux sources, là où les premières fêtes des remparts, il y avait des tournois sur cette place-là. Incroyable, ça donne envie. Merci à vous, à Nicolas et Jean. Si vous souhaitez découvrir la fête des remparts, faut pas hésiter à y aller. C'est des très beaux souvenirs en tout cas. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'histoire de Dinan, je vous invite aussi à écouter les autres épisodes de Il était une fois Dinan. Merci. 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 Ça vous a plu? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne? Alors, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt!